Pour beaucoup de jeunes Camerounais de nos jours, partir est devenu une obsession. On a l'impression qu'au pays des Blancs, tous nos problèmes trouveront solution. On cherche par tous les moyens de quitter son pays, parfois même au prix de sa vie. Partir à tout prix, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Bienvenue à tous. Au sommaire, le casse-tête dans la rue. Les passants répondent à nos questions sur le sujet du jour. Dans la cuisine où je me trouve avec Maman Élise pour la rubrique Miam Miam, nous allons manger quelque chose de très bon que nous avons fait à petit prix. Et donc, cette rubrique où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste du jour. Enfin, les petits génies ou les exploits filmés de nos enfants à la maison. Partir à tout prix, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents. Bienvenue à tous pour être de la famille Sacrés Parents. Voici comment procéder. Rejoignez la grande famille des Sacrés Parents sur notre page Facebook Sacrés Parents. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Sacrés Parents. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabout.com. De retour sur ce plateau, sur le plateau de Sacrés Parents, Maman Élise Nandje. Alors, on mange quoi aujourd'hui? C'est juste une friandise, des bonbons au lait. Des bonbons au lait. Des bonbons au lait au menu du Miam Miam dans cette émission de Sacrés Parents. Sur ce plateau, je suis en très bonne compagnie. Daniela, qui est là aujourd'hui pour partager avec nous son expérience. Bonjour Daniela. Bonjour Tina. Bien, merci d'avoir accepté cette invitation. Ok, je vous remercie aussi. Et à côté, notre fidèle partenaire, M. Maurice Somo, psychosociologue de l'éducation, qui a encore pu trouver quelques minutes dans son emploi de temps très chargé pour être là aujourd'hui. Bonjour M. Maurice Somo. Bonjour Tina, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Vous savez que pour Sacrés Parents, je trouve toujours du temps. Partir à tout prix, c'est le thème du jour. Merci une fois de plus de nous retrouver sur le plateau de Sacrés Parents. On s'arrête pour le casse-tête. On se retrouve juste derrière. Maintenant, ça dépend de la vision de tout un chacun. Il y a certains qui, dans leur tête, se disent que aller à l'étranger est l'un des seuls moyens pour réussir. Mais de mon humble avis, chacun peut réussir là où il se trouve. Chacun peut créer un pôle de développement là où il se trouve. Et nous en sommes la preuve, puisque aujourd'hui nous sommes au pays. Mais nous ne nous plaignons pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas les difficultés, mais on se bat pour trouver les meilleures conditions de vie là où on se trouve, c'est-à-dire dans notre pays. Je pense qu'on n'est pas obligé d'aller s'exiler à l'étranger pour émerger. Parce que même ici, tout terre est fertile. Pas besoin d'aller à l'Occident, à l'Orient. Même ici, il suffit d'être optimiste, être patient et implorer la grâce de Papa God. Aller à l'étranger, ce n'est pas la solution. Je dirais pas adéquate, mais ce n'est pas la solution, comment il faut appeler ça. En fait, c'est pas la seule solution pour réussir dans la vie, je veux dire. Donc, même étant ici, on peut réussir dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui quittent leur pays pour venir ici étudier et qui repartent dans leur pays qui sont de grands messieurs. Et il y a des gens qui partent aussi d'ailleurs étudier ici et qui sont de grands messieurs ici. Je pense qu'ici on peut avoir une très bonne formation et réussir ici dans de très bonnes conditions également. Je ne pense pas que le bonheur soit forcément ailleurs. Moi, je ne pense pas. C'était donc le casse-tête. On rappelle que si vous voulez faire partie de l'émission ou réagir, vous pouvez nous joindre sur la page Facebook. Il vous suffit de taper Sacrés Parents. Je me retourne directement vers vous, Monsieur Somo. On a beau en parler, on a beau constater ces effets néfastes, ces conséquences, mais l'immigration clandestine ne semble pas reculer. Naturellement, le phénomène, il est décrié tous les jours. Mais il est persistant, il reste et il demeure. Alors, à partir de ce moment, lorsqu'un phénomène ne part pas, n'est pas éradiqué, il faut sûrement comprendre qu'il y a des gens qui y tirent parti et probablement aussi que des jeunes n'ont pas d'autre solution que de partir. Et donc, la thématique de partir à tout prix trouve donc tout son sens là-dedans. Partir à tout prix, malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, si le phénomène persiste, ça veut dire qu'il n'y a pas une façon de faire autrement. Voilà.
Daniela, tu es notre invitée aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Une jeune femme pour qui le voyage est devenu une obsession depuis quelques années déjà. Donc, tu vas nous dire en quelle année tu as eu cette envie, cette folle envie de quitter le pays, parce qu'on va rappeler qu'à cause de cette envie-là, tu as décidé de mettre un terme à tes études. Pourquoi est-ce que tu décides de partir? Bon, il y a de cela 3 ans, j'avais tellement une envie d'aller en Europe, au point où j'ai voulu faire l'aventure, vouloir passer par le Maroc. J'étais tellement décidée, j'avais déjà épargné des sous, l'argent de l'école, je partais puis à l'école, on me donnait l'argent pour aller à l'école, mais j'y allais pas. Donc je faisais mi-chemin et puis j'allais ailleurs parce que je me disais, bon, si mon père ne veut pas me faire partir en Europe, moi de mes propres poches, je vais partir en Europe à tout prix. Donc voilà, j'ai épargné les sous. À un moment, j'ai parlé avec un ami qui vivait au Maroc. Et puis, mon ami m'a dit, bon, quand tu veux, tu prends la route, tu viens me retrouver au Maroc. Moi, je te prends dès que tu es là. Tu restes chez moi pendant un bon bout. Et puis, bon, voilà, on va voir comment faire pour continuer. Je parle donc de ça à mes proches. Tout le monde disait que, mais c'est bien, mais bon, gars, tu vas prendre l'eau. Tu vas aller par haut et tu n'as pas peur. J'ai dit, gars, si certains sont partis, ils sont arrivés, pourquoi pas moi? Je ne veux pas voir dans le négatif, donc Paris à tout prix. Je veux aller à Paris. Tu voulais aller à Paris. On va rappeler à M. Somo, qui est le spécialiste aujourd'hui, que tu as arrêté l'école après le BEPC. Et tu as donc commencé à épargner l'argent de l'école pour partir. C'est un phénomène qui est courant, M. Somo. On pensait que les parents, certains parents finançaient ce type de voyage parce que parfois la famille avait beaucoup de problèmes financiers. On se disait, si un enfant s'en va, peut-être que ça va aller. Mais on se rend compte que les jeunes prennent l'initiative de, je ne sais pas si je vais appeler détourner de l'argent pour réaliser leur projet. Oui, elle a fait ce qu'on appelait dans l'expression classique l'école buissonnière. Qui consistait à prendre le chemin de l'école un matin, puis plus tard à retrouver le buisson et revenir plus tard et donner l'impression qu'on était à l'école. Ce phénomène pose quand même un certain nombre de problèmes. D'abord, la question du pourquoi. Pourquoi veut-on partir? Deuxièmement, où partons? On va où? Troisièmement, qu'est-ce qu'on espère de ce voyage? Et même, par la suite, quels sont les moyens qui sont mis à contribution pour partir? Voilà. Donc, si on raisonne autour de ces 4 axes, la réflexion porterait d'abord sur le pourquoi elle veut partir. Elle dit pourquoi elle veut partir. Vous avez vu que dans son discours, elle ne trouve pas une expression appropriée pour nous dire pourquoi elle voulait partir. C'est vrai que de façon inconsciente, elle a intégré qu'il y a un paradis de l'autre côté. Elle va nous expliquer tout à l'heure, peut-être en nous disant l'image que lui ont miroité ceux qui sont là-bas, qui sont revenus et qui ont sûrement fait des témoignages auprès d'elle et qui lui ont dit qu'il y avait une forme de paradis là. Donc l'idéalisation de l'Occident est la principale source de motivation qui répond à la question de pourquoi les gens veulent partir. C'est vrai que nous allons revenir plus tard en disant que peut-être le modèle de vie dans la société qui est la nôtre aujourd'hui peut justifier également les raisons pour lesquelles on veut partir. Si on pense qu'on n'est pas suffisamment épanoui là où on est, ça devient difficile qu'on s'y sente à l'aise. Et donc forcément, on a envie de partir. Bon, pour elle, est-ce qu'elle avait déjà épuisé toutes les voies, tous les recours? C'est quand même assez surprenant qu'un enfant de la classe de BEPC, c'est-à-dire la classe de 3e, qui n'a pas encore été confronté aux réalités de la vie, puisse affirmer qu'ici on vit mal Y. Et par ailleurs, elle a ses parents qui lui donnent encore de l'argent tous les matins pour aller à l'école. Ça veut dire d'une façon ou d'une autre, elle appartient à une famille qui relativement peut être à l'aise. Donc la question du mal-être dans la société où elle vit, c'est-à-dire son pays, ne peut pas être évoquée comme pour justifier
son départ. D'accord. Voilà. Si cette raison-là... Ça, on était encore à la première question, mais D'accord. on ira peut-être progressivement plus tard sur les autres interrogations. D'accord. Mais bien sûr, c'est vous qui ponctuez, donc... D'accord, Monsieur Somo, vous l'avez si bien dit, Oui. peut-être que la question du mal-être ne peut pas être évoquée. C'est peut-être une occasion pour que tu nous dises, Daniela, ce qui t'a donné envie de voyager. En étant une jeune fille encore à l'abri du besoin, on va dire ça comme ça, qu'est-ce qui te donne l'envie de voyager? Déjà, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit chaque jour, la mode, ceci, cela, c'est un blase pour moi, tu vois. Moi, ça me blase et ça continue même de me blaser, mais je suis plus addict, donc je suis plus esclave de la mode. Mais avant, c'était un blase pour moi. Et quand tu voyais des trucs, tu te demandes, tu as acheté où? Ça vient de l'Europe, c'est mon père qui me l'a ramené, c'est ma mère qui me l'a ramené, c'est ma cousine qui me l'a envoyé. C'était un peu trop. Voilà, Tina, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idéalisation de l'Occident. C'est-à-dire l'Occident, c'est le centre de l'univers. Là où on trouve les plus belles choses, là où la mode se trouve. Vous voyez, pour elle qui, en fait, a vu tout cela à travers la télévision, à travers les médias, vous voyez qu'elle a idéalisé l'Occident et elle est convaincue que tout ce qui vient de là est forcément très bon. Voilà donc le premier support qui lui donne déjà l'idée qu'au lieu d'avoir la copie qui arrive ici, il faut mieux aller à la source, vers l'original, c'est-à-dire vers l'Occident. C'est là que naît donc au préalable la majorité de l'idée. C'est là où elle naît, c'est là où l'idée se forme, se structure, l'idée d'aller à l'Occident. Penser que là-bas, c'est l'idéal. Tout ce qu'on veut, et on le voit à travers un médiateur, c'est naturellement la télévision, la radio, et les relations autour de soi qui structurent une pensée, la pensée de partir. Voilà. Mais à son âge, M. Somo, à son jeune âge, enfin, on pense que les parents sont censés encadrer les enfants. Ça veut dire que si elle a un besoin, elle peut le reporter à son parent. Comment elle sait que son parent ne pouvait pas lui offrir quelque chose qui non, je vais vous dire, ça dépend de l'environnement dans lequel chaque enfant se développe. Il y en a qui se développent dans un environnement pas très très riche, dans un environnement moins évolué, qui ne sont pas au contact de ce phénomène de mode. C'est-à-dire qu'il y en a qui naissent dans un environnement, ils ne savent pas ce que vous appelez vos perruques là. Ils ne savent pas, ils sont restés tout nature, ils ne savent pas ce que c'est que aller dans un snack et toutes ces choses-là. Il y en a qui n'accèdent même pas à cette télévision. Il ne faut pas qu'on on pense que le monde se résume à la vie citadine. Il y en a qui, dans l'arrière-pays, n'ont aucune idée de toutes ces choses-là. Forcément, dès lors que ce n'est pas le cas, ils ne vont pas structurer cette idée. Mais elle, probablement, a grandi dans un environnement où le contact avec la mode est constant, où le contact par les médiateurs de l'Occident, ce contact est constant. Bon, donc les parents ont beau donner ce qu'ils veulent, elle va relativiser toutes ces choses-là que les parents lui donnent, sachant qu'en réalité, ce n'est pas ça le vrai. Elle peut avoir plus que ça. Et d'ailleurs, elle a donc besoin de mieux que ça. On va lui donner tout l'argent du monde. La preuve, on lui a donné de l'argent qui aurait bien suffi probablement pour s'offrir ce qu'elle veut. Pourtant, il fallait qu'elle parte. Voilà, c'est bien de cela qu'il s'agit. Donc, l'apport des parents, parfois, est très, très insuffisant dans la structuration de la pensée de partir. Très bien. On va juste rappeler à nos téléspectateurs, s'ils nous rejoignent à l'instant, qu'ils sont bien sûr sur Sacré Parents, partir à tout prix. C'est le thème du jour, on reçoit Daniela. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est de savoir comment est-ce que ça s'est passé. J'aimerais que tu nous racontes un peu ta mini-aventure, parce que tu dis que tu as fait moitié chemin, parce qu'il y avait un ami qui te promettait de te récupérer au Maroc. En fait, je n'ai pas fait moitié chemin, tu vois. J'ai voulu faire moitié chemin, arriver d'abord au Maroc, avant de continuer. D'accord. Parce que je ne pouvais pas directement arriver. La façon dont on m'a expliqué comment ça se passe, tu peux passer par le Maroc, tu peux passer par la Tunisie, par les pays arabes, tu vois. Donc, je voulais faire... Il y a un détail, Tina, qui me torture la pensée. Et elle est passée très rapidement dessus, sur l'idée qu'il y a un ami là-bas qui lui a dit « tu viens ». Je voudrais savoir quel type de rapport, elle avait avec cet ami qui lui a demandé de venir. Est-ce que c'est un ami, ami,
Est-ce que c'est une copine qui était... Parce que là, au moins, ça va nous permettre de mieux cerner son histoire. Voilà, ça, c'est un détail extrêmement important. Alors, ton ami, c'était ton ami simple ou... Déjà, à la base, je ne peux pas risquer ma vie pour un homme ou bien, je ne sais pas trop. Voilà. Je peux prendre l'aventure pour mon propre avantage. Tu vois. Donc, je ne peux pas dire que je vais prendre l'aventure pour aller retrouver un garçon. Parce qu'il est beau. Beau. Bon, s'il me promet quand même le mariage, ah bon? Je vais dire, bon, voilà, je peux quand même laisser papa et maman pour partir. Mais si ce sont les trucs... les copinages. Je préfère rester dans mon Cameroun, au calme. Ça ne me dérange pas, mais franchement... Paris à tout prix. Et j'avais décidé d'arriver d'abord au Maroc, comme je disais. Après le Maroc, on peut faire quelques jours, quelques semaines, et puis voir comment arriver en Europe. Donc, en fait, c'est juste un contact. Le garçon, c'est un contact, oui, c'est un ami que tu as connu ici? Non, c'est un ami que j'ai connu au Cameroun. Qui est parti par la route? Non, il n'est pas parti par la route, en fait. Il a voyagé normalement? Il a voyagé normalement. Il est allé au Maroc pour ses études. Il t'indiquait la route, t'indiquait le réseau? Non, il m'a dit... Déjà par avion et tout, il ne sait pas si mon agent va arriver, va avoir la somme à laquelle je vais pouvoir voyager. Il me dit, bon, je sais souvent qu'il y a les gens qui prennent l'aventure, ce sont des trucs comme 150 000, tu voyages par route et tout et tout. Voilà, je suis édifié. C'est vrai qu'elle a tout fait pour ne pas dire directement de quoi Maman est s'agissait. En tout cas, cela nous conforte dans ce que nous connaissions déjà. C'est-à-dire qu'en principe, on s'apprête à partir sans qu'on ne tienne en soi toutes les cartes du voyage. Exact. Vous avez un contact qui est de l'autre côté, qui en réalité ne maîtrise même pas déjà un certain nombre de choses. Il dit soit en avion, soit par les eaux, je ne sais pas si votre argent va suffire ou ne suffira pas. Il y a ici le fait que, omnibulé par l'idée de partir, complètement envahi et englouti par l'idée qu'on va bientôt partir, on oublie de prendre certaines précautions primaires, élémentaires, qui sont nécessaires pour cela. Justement, le seul fait qu'il soit là-bas donne l'impression qu'en réalité, il maîtrise tout, ce qui risque de ne pas être le cas. Mais non, monsieur, en fait, on va appeler ça erreur aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ce sont des erreurs de jeunesse. Enfin, les enfants de nos jours sont beaucoup blasés par le paraître. Donc, quand on dit parier à tout prix, là, c'est pas déjà un âge mature. Donc, ce sont les trucs de 16 ans, 17 ans, peut-être. Je suppose que vous aviez, à l'époque, vous étiez en classe de 3e. Justement, c'est pour ça que je parle. 16 ans, 15, oui. 16 ans par là, oui. Oui, justement, c'est pour ça que je dis, monsieur, ce sont les blases de jeunesse. Non, en fait, c'est pas partir, vouloir voyager à tout prix, c'est pas un blase de jeunesse, parce que maintenant, chacun a ses raisons. Toi, tu voulais partir parce que la mode, non, en fait, il parle dans le sens... Daniela, c'est que même un adulte de son âge peut se décider à partir par la route, par l'eau. En fait, les raisons sont nombreuses, tu vois. C'était pas une erreur de jeunesse. Mais justement, à cet âge, j'avais pas de passeport. Beaucoup n'ont pas de papier. Ni de carte d'identité. Mais j'avais plutôt la carte scolaire. Je pouvais partir nulle part avec. D'accord. À aucun moment, tu n'as pensé donc à parler de ce projet de voyage à tes parents? Jamais. Quel type de rapport tu as avec tes parents? Pour l'instant, là maintenant, je parle de ça. Tu vois. Mais avant, avant, c'était genre, tu es encore mineur, tu es encore un enfant, tu vas aller faire quoi là-bas? Tu vas aller te gâter là-bas, tu ne vas pas fréquenter, tu vas fumer la drogue, mais incroyable, si ton parent ne te fait pas confiance, ça ne sert même plus à rien de vouloir parler de ça et de vouloir même partir. Donc, autant mieux attendre ta maturité et puis commencer à parler de ça avec eux. Voilà, ça me permet de poser la question à M. Somo, justement la réaction des parents. C'est ce type de réaction qui fait souvent que les jeunes prennent des initiatives qui leur coûtent souvent la vie. Quel est le comportement à avoir en tant que parent quand vous avez un enfant qui vous soumet un problème comme celui-là? Je veux voyager, je veux partir d'ici. Bon, je crois que pour commencer, quel que soit l'âge d'un enfant, généralement, le lien qu'il y a entre les parents et l'enfant est tel qu'on voudrait conserver l'enfant le plus longtemps possible à côté de soi. Oui. On est convaincu, quel que soit le parent, que l'enfant ne peut être en sécurité
et avoir la meilleure éducation que lorsqu'il vit à côté de ses parents. C'est-à-dire que c'est l'idée que les parents se font. Donc, l'idée ou l'annonce d'un enfant qu'il voudrait quitter ses parents est forcément une grosse déception. La première question que les parents se posent dans ce cas, est-ce qu'il y a quelque chose que nous ne faisons pas bien et qui déplaît à l'enfant et qui peut l'amener à penser un moment qu'il faudrait partir? Bien. Puis après, on se rebiffe parce que par amour pour l'enfant, on voudrait quelque part faire aussi un peu sa volonté. Et du coup, parce que la volonté de l'enfant est de partir, on se dit, en tant que parent, qu'il faut qu'on fasse donc le nécessaire pour que cela arrive. Et du coup, donc, les parents commencent à mettre en place un raisonnement pour que l'enfant satisfasse son fantasme. Mais on se dit toujours qu'il y a un seuil au-delà duquel on pourrait prendre des dispositions pour qu'il parte. Mais tant qu'on peut le garder le plus longtemps possible, il faut le garder. Donc, quelle attitude un parent responsable doit-il avoir? L'erreur à ne pas commettre, c'est de dire tout de suite à un enfant qui vous dit qu'il veut partir, non, tu ne partiras jamais. Donc ça, c'est la plus grosse erreur, parce que cela crée donc un sentiment de révolte sur la majorité des enfants qui, à un moment donné, se disent, bon, voilà, papa, mes parents ne veulent pas que je fasse ce que je veux. Bon, et du coup, ils se mettent donc dans ce qu'on appelle une logique insurrectionnelle. C'est-à-dire que tout ce qu'ils abordent, tout ce qu'ils posent comme attitude va dans le sens d'énerver en quelque sorte les parents et pour que les parents se disent « Ok, allez, bon, comme tu veux partir, alors vas-y ». Donc, il faut donc éviter de mettre en place une telle relation avec l'enfant. Mais maintenant, la meilleure attitude, à mon sens, consiste à dire « Oui, nous sommes d'accord avec toi qu'il faut que tu partes ». Dans tous les cas, nous-mêmes, nous prenons déjà un certain nombre de dispositions pour que cela arrive le plus rapidement possible. Mais en attendant, voici, nous allons préparer progressivement, mais tu progresses dans tes études. Et quand le moment sera venu, vous voyez que cela va se retourner plutôt contre l'enfant et créer un effet inverse. C'est-à-dire que l'enfant qui était découragé, qui ne voulait plus aller à l'école, est maintenant rassuré qu'il partira en France, mais on lui a dit probablement que c'est après son baccalauréat, ce serait l'idéal, il partirait et qu'on est en train de prendre les dispositions. Il tente à faire, je mets donc le turbo, il faut que j'arrive très vite en classe de terminale, une fois que j'y serai, j'aurai mon bac et je partirai. Donc il faut susciter donc l'effet inverse et éviter une logique d'affrontement avec l'enfant et qui pourrait faire que plus tard l'enfant se rebelle. Et qui fasse des bêtises, qui mettent sa vie en danger. Partir à tout prix, c'est le thème du jour sur Sacrés Parents, on va le rappeler. Vous pouvez faire partie de la grande famille Sacrés Parents ou alors réagir à l'émission. Il vous suffit de vous rendre sur la page de l'émission en tapant Sacrés Parents. C'est le moment où on s'arrête pour EDOC, la rubrique où vous avez la possibilité de poser toutes vos questions à notre spécialiste. On se retrouve juste après. D'une deuxième union, j'ai eu un autre fils aujourd'hui âgé de 6 ans. Son père est présent. Que faire quand un enfant de son âge rappelle tout le temps à son aîné que son papa n'est pas le sien? Je me retourne directement vers vous, Monsieur Somo. L'internaute s'interroge. Que faire quand un enfant de 6 ans rappelle à son aîné que son papa n'est pas le sien tout le temps? C'est assez récurrent parce qu'ici, nous sommes prototypiquement dans un modèle de famille dit recomposé où tous les enfants n'appartiennent pas automatiquement à la même mère et tous les enfants parfois n'appartiennent pas, comme c'est le cas ici, au même père. Au même père. Bon, alors, si on en arrive à ce type d'interrogation, ça dit qu'à la base, il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment bien négocié. Logiquement, à 6 ans, c'est un peu trop tôt pour que l'enfant fasse la différence entre le parent, père naturel ou géniteur, et le tuteur devenu par la force des choses le père.
Alors, la maman ici semble n'avoir pas suffisamment fait le boulot. L'enfant a 6 ans, certes, mais à partir de quel moment est-ce qu'il lui a été dit qu'avec son frère, il n'était pas de même père? Il a forcément fallu qu'un aîné le lui dise. Si personne ne le lui a dit, comment s'en est-il aperçu? Y a-t-il eu un concours de circonstances? Dans tous les cas, l'idéal ici, c'est que lorsque votre enfant grandit dans un environnement et qu'il est encore tout jeune et qu'il n'a pas encore suffisamment la maturité nécessaire pour savoir que ce genre de choses peut se passer, il faut éviter qu'il apprenne cela. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont suffisamment précoces, qui par le lien affectif qu'il a avec le père qu'il est là, il ressent par l'attitude de celui-là qu'il n'est pas son père. Ou alors, lorsqu'il y a une discrimination qui est faite par l'homme de la maison sur les 2 enfants, il peut comme ça naturellement commencer à se poser des questions. Lorsque par exemple, il ramène généralement une boîte de yaourt au lieu d'en apporter 2, du coup, l'enfant, et qu'il donne à un sans en donner à l'autre, et que la discrimination s'est installée au niveau du traitement des enfants par le père, peut-être l'enfant peut s'en rendre compte très rapidement, ce qui donc peut susciter ce genre d'interrogation à l'enfant. Et forcément, lorsqu'il a pris le dessus, il traite désormais son frère comme un envahisseur, quelqu'un qui est de trop dans la famille, et c'est donc tout logiquement qu'il va chercher à s'accaparer tout ce qu'il vient, une façon de lui dire « tu as sûrement un père quelque part, tout ce qui est ici m'appartient ». Une fois de plus, à 6 ans, c'est beaucoup trop tôt. Quelque part, des aînés n'ont pas très bien négocié ce passage-là ou la recomposition de cette famille. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire peut-être pour répondre à l'internaute? Ramener son enfant à la raison, quelle méthode utiliser? Forcément lui parler, pas le violenter. Oui, lui parler, d'accord, mais en fait, à 6 ans, il y a beaucoup plus des actes qui comptent pour ce genre d'enfant à cet âge, mieux que des paroles qu'on lui tient. C'est-à-dire qu'il faut revoir le type de traitement. Lorsque les deux enfants dans la famille vont avoir des traitements égaux, forcément, ce sentiment va se dissiper progressivement. Et naturellement, l'éducation consiste à démontrer chaque fois, à expliquer à la limite à cet enfant ce que c'est qu'une famille. Il faut aller dans le cas spécifique, et ce n'est pas systématique, mais dans ce cas spécifique, il faut peut-être aller jusqu'à démontrer à un enfant que le lien filial le plus fort et le plus intéressant, c'est celui qu'il y a avec la maman. Et donc, probablement, c'est un argument suffisamment fort qui peut rapprocher les 2 enfants et peut-être oublier qu'ils sont de pères différents. D'accord, je crois qu'elle sera satisfaite. Maman Élise, pour revenir dans le sujet du jour, on parle de ces jeunes, de ces personnes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi des personnes âgées qui veulent partir à tout prix. Est-ce que l'immigration clandestine, c'est une affaire du 21e siècle? Est-ce qu'avant, les gens voulaient partir à tout prix comme ça, Maman Élise? Les gens sont toujours partis comme ça. C'est pas un événement qui est nouveau, quoi. Mais je vais revenir sur le cas de ma jeune fille. On dit souvent que les enfants ont les longs yeux. Ou alors le gros cœur. Parce que quand je l'entends, elle a regardé ce qui se passe à côté. Pendant que les parents font les efforts, elle pense à autre chose parce qu'elle communique avec d'autres enfants qui ont des parents qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens que ses parents. Donc à cet âge-là, aucun parent ne peut accepter que son enfant aille parce qu'il est sûr que son enfant n'est pas assez mûr. À 15 ans, classe de 3e, sauf si elle a une famille d'accueil de l'autre côté. Mais comme ça, une aventure, aucun parent ne peut accepter. Mais tu sais, à cet âge-là, Maman Élise, on n'a pas peur du risque. Hein. À cet âge, on est fou. Justement, parce qu'on n'est pas très conscient de ce qui peut arriver. Oui. Justement. Parce que quand je l'entends, un enfant qui discute régulièrement avec ses parents, ça commence à se dire dès le bas âge. Si tu arrives en classe de terminale, tu obtiens ton bac, je vais t'envoyer chez ton oncle ou chez ta tante. Ou alors, pour ceux qui ont les moyens, je vais t'envoyer en Europe. C'est ce genre de discussion qu'elle n'avait pas à cette époque, justement, avec justement, avec soit c'est une famille qui n'a pas une bonne communication. Les enfants ne discutent pas avec les parents. Parce que ceux qui communiquent avec leurs enfants, ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'un jour,
elle va quand même chercher le parent le plus accessible. Soit c'est le père, soit c'est la mère, et lui en parler. Et à partir de là, elle saura sur quel pied danser. Papa te fait peur. Papa est comment? Non, Papa, maman. Quand on parle de famille d'accueil, déjà, tout un chacun peut avoir une famille là-bas. Particulièrement, moi j'ai des familles là-bas, mais ton parent te répond genre, mes enfants ne vont pas chez les gens. Oui. Vous n'allez pas chez les gens. Moi, je ne vais pas chez les gens. Donc, je n'aimerais pas que mon enfant aille chez les gens. C'est un peu ça. Donc, ça devient comme si ta famille, c'est les gens. Donc, tu as même peur de dire à ton père, bon, comme toi, tu ne vas pas aller chez les gens, moi, je fais comment? Si déjà, tu appelles ta propre famille les gens. C'est mieux de passer par ses amis. Si déjà ton père te dit, non, moi je ne vais pas chez les gens, je ne veux pas que mes enfants aillent chez les gens et tout, ça ne vaut pas la peine. D'accord. C'est une expression qui ne doit pas être prise au premier degré. En fait, ici, quand le papa ou la maman, quand les parents disent « vous n'allez pas chez des gens », effectivement, ils ne pensent pas que c'est un discours plutôt protecteur. C'est-à-dire que c'est un argument qui est avancé pour essayer de décourager autant que faire se peut l'enfant qui voudrait partir. Mais à la vérité, vous allez constater que lorsque l'enfant devient plus grand, mature, et que toutes les conditions sont réunies pour qu'il parte, ces gens qu'on appelait des gens deviennent les premières qu'on sollicite pour faire aller l'enfant. Généralement, quand on veut le faire aller à l'étranger ou en Europe, on se réfère à une famille qui reste. Mais est-ce qu'on parle toujours de chez les gens en ce moment? Non. C'est qu'en réalité, c'est un discours de circonstance. Et donc, le rôle est ici de décourager l'enfant et de faire comprendre qu'il est mieux là où il est et qu'à l'extérieur, c'est pas cela. Daniela lève le doigt. Bon. Vas-y, parle. Il fallait dire moi, madame. Tu n'as pas bien levé le doigt. S'il vous plaît, madame. Oui. Je voudrais répondre. Bon, voilà. Parfois, on dit, il faut souvent laisser l'enfant se brûler. Il faut souvent laisser quelqu'un se brûler avant de comprendre. Même quand un enfant est petit, il fait des gaffes, mais quand il sait que là-bas, c'est pas bon, il va éviter. Donc, si je montre à mon père, à mes parents, que Paris à tout prix, et qu'ils savent vraiment que là-bas, je vais me blesser ou je vais me brûler, qu'ils me laissent d'abord aller me blesser. Là, ça sera une leçon pour moi. Donc, je ne vais plus jamais vouloir faire ce genre de choses. Si mon parent me dit ne fais pas, je vais rester tranquille, je ne vais pas faire. C'est une vieille école de l'éducation, Tina, qui consiste souvent, pour certains enfants, lorsqu'il y a une lampe placée dans le champ de l'enfant, vous pouvez dire, OK, je laisse, il brûle le doigt, après, il évitera prochainement de toucher la lampe. Mais c'est une éducation qui a ses valeurs, mais c'est une éducation qui a également ses limites. Si vous voulez, elle s'applique à certains cas et jamais à d'autres. Le cas, par exemple, de l'immigration, c'est-à-dire qu'un enfant qui veut aller à l'étranger et qui veut emprunter les voies détournées que nous connaissons, il y a ce qu'on appelle la phase de non-retour. Vous imaginez donc une jeune fille de 15-16 ans qui, si elle avait eu ses papiers, ou sans papiers même, aurait emprunté la route. Et qui se serait trouvée là-bas, aux côtés d'un ami d'enfance, un ami, une connaissance du Cameroun, qui s'est, pour vous dire, métamorphosé entre-temps, parce que c'est une relation amicale. Elle l'a pensé ainsi, mais en réalité, elle ne sait pas très bien ce qui s'est structuré dans l'idée de celui qui est là. Et que maintenant, elle est à sa merci. Maintenant, c'est déjà une grande fille, et qu'arriver là-bas, ça devient autre chose. Eh bien, c'est un mariage forcé. Quand ce n'est pas le cas, elle est obligée de se soumettre parce qu'elle n'a plus de chemin de retour. Exactement. Et quand bien même, ce serait quelqu'un de bonne foi, il faut envisager le cas où elle prendrait la route et que là-bas, ça se passerait mal. Il y a donc tout ça qu'il faut envisager. Donc, dans son cas spécifique, je crois qu'au sortir de cette émission, elle aura le courage de dire à ses sœurs qu'en réalité, il y a des choses qu'on n'essaye pas parce que c'est des allées sans retour. L'aventure vers l'Europe a des voies et des canons bien précis. Et personne responsable, tout responsable qu'il soit, ne peut dans aucun cas penser qu'il faut essayer ce type d'aventure. Et on sait tous pourquoi. Maintenant, il y a des thématiques classiques qu'on trouve partout ici et qui remontent en surface tout le temps. C'est les conditions de vie dans notre pays sont mauvaises, les jeunes n'ont pas d'emploi,
ou quand ils ont des emplois, dans tous les cas, il n'y a pas un avenir pour les jeunes dans notre pays. C'est ce discours qui fonde en fait l'idée qu'il faille que les gens aillent tenter leur chance ailleurs. Mais également à cela, tout le monde oppose l'idée qu'il y a quand même des jeunes qui sont au pays et qui se font un chemin. Ça dépend du chemin que les uns et les autres vont emprunter, de la force des uns et des autres à combattre pour s'insérer et pour se développer dans leur propre pays. Donc je sors en disant qu'il y a des choses qu'on tente pas. Elle ne pense pas, je suis sûr qu'elle ne pense pas qu'à l'âge de 15 ans qu'elle avait, ça aurait été une bonne décision pour ses parents de laisser qu'elle aille se brûler. Ce qu'il faut que je vous dise, M. Somo, c'est que c'est la Benjamine de sa famille aussi. Hein. Donc, il ne pouvait pas laisser qu'elle aille je ne pense pas qu'il pouvait la laisser aller se brûler. C'est la Benjamine de sa famille, donc le regard protecteur et tout, on peut comprendre. Benjamine ou pas Benjamine, aucun parent responsable, quel qu'il soit, ne peut laisser sa fille de 15 ans aller retrouver un ami d'enfance au Maroc parce qu'il va dans une aventure vers l'Europe. Non, mais là, c'est un secret, c'est pas... Là, c'était son plan B, puisque les parents ne voulaient pas la laisser. Justement, je n'ai pas parlé de ça avec papa ou maman, voilà. Donc là, c'était mon plan à moi, avec mon ami. C'était un plan diabolique. Bon, et finalement, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Maman Elisabeth vient t'aider à faire les bonbons, j'arrive. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait tu étais à combien déjà dans tes économies? Non, je ne peux pas vous dire. Ah bon, c'était beaucoup ou pas? C'était quand même beaucoup. L'argent de l'école. Oui. Et à un moment, tu n'étais pas fatiguée de porter la tenue pour sortir, pour aller à l'école tous les jours comme ça? Si j'avais déjà mon repère, je ne me fatiguais pas parce que c'était Paris dans ma tête, donc je m'en foutais de tout. Mais le repère, c'est très bien de connaître aussi ce repère. Sinon, on va aller vraiment en profondeur. Voilà une jeune fille de 15 ans qui quitte tous les matins et qui dit elle va à l'école. En fait, elle atterrit. Tu atterris où? Ouh, ça c'est très important. Si elle veut qu'on aide tous les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, oui, c'est vrai, hein, en plus. Il faut bien qu'elle nous dise où elle atterrit. Et puis les autres vont se comparer à eux-mêmes, oui. Chacun a ses routes. Chacun a ses routes. Oui. Mais tu as sûrement trouvé un refuge quelque part. C'était un ami, c'était... Non. Bon, voilà, c'était la maison d'une amie aussi. D'accord. Comme papa et maman étaient rarement là, donc on avait les heures, on avait l'emploi du temps et tout. Une élève comme toi aussi à cette époque? Oui, elle aussi voulait partir. Donc en fait, vous aviez des projets communs? Oui. On voulait être benguistes. Il y a beaucoup de bizarreries là-dedans, hein, puisque nous sommes éducation ici, c'est de ça que nous parlons en tant que parents. C'est quand même assez surprenant pour un parent responsable que votre fille, tous les matins, sortent de la maison, n'arrive pas à l'école, revient, et vous continuez de lui donner l'argent. Ça veut dire que la triangulation parents-enfants-éducateurs n'est pas établie, donc ils ne se rendent même pas compte. Ce sont des mauvais parents. Un parent responsable, pour une semaine, si l'enfant n'est pas arrivé à l'école, d'une façon ou d'une autre, il a des moyens de s'en rendre compte. Mais au lycée, Monsieur Somo, au lycée, on ne surveille pas ça forcément. Ils sont nombreux qui font l'école buissonnière. Écoutez, c'est vrai. C'est depuis la nuit des temps. Oui. C'est même pas né aujourd'hui. Il y a quand même, même au village, d'ailleurs le village c'est plus effectif, à plus forte raison en ville, et ces parents tels que je les sens, c'est des parents d'un milieu éduqué, il y a quand même des petits gestes que les parents ont pour s'assurer qu'ils ont encore de l'emprise sur les parents. Qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui, même s'il n'y comprend rien, parce que ça a changé, un coup d'œil dans le cahier pour se rendre compte qu'effectivement elle va à l'école. Si même il y a un répétiteur, le répétiteur vient vous rendre compte de ce qui se passe. Et il y a même le flair, il y a une intuition qui fait que vous, en tant que parent, lorsque votre enfant n'est pas arrivé à l'école, il y a comme une voix qui vous fait comprendre que l'enfant n'est pas allé à l'école. Autant parents que nous sommes tous, nous avons cette sensation lorsque l'enfant nous revient de savoir que celui-là, il semble qu'il n'est pas allé à l'école. Sauf que pour certains parents, j'insiste, M. Somo, parce que je suis passée par là en tant qu'élève à l'époque, à partir d'un certain âge, ma mère n'était plus après moi, mes grands frères, qui étaient pourtant mes aînés de très loin, qui étaient supposés être mes parents, n'étaient plus après moi. Je pouvais faire 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines sans prendre des cours, c'est pas ce que je faisais, mais personne ne le savait. Parce que classe de 3e? Non, pas en classe de 3e. Non, mais ça c'est après 3e. Peut-être après 3e. Peut-être même en 4e. Je veux dire, il y a des parents, il y a des parents qui sentent les enfants responsables à partir d'un certain moment et qui ne sont plus après eux. C'est pas forcément parce qu'ils sont désinvoltes, parce qu'ils se disent l'enfant est responsable. Nous disons ceci, Tina.
un parent reste un parent. Le mot parent, le P, suppose la protection. Exact. Bon, la protection suppose que tous les jours, vous devrez être au courant des différents mouvements de votre enfant. Qu'il soit un garçon comme une fille, pire encore quand c'est une fille. Ça, c'est clair qu'il y a un manquement grave d'un parent qui fait que 6 mois, 3 mois, un an, l'enfant n'est pas allé à l'école et que le parent ne s'en est pas rendu compte. Il y a quand même des documents de liaison, bulletins de notes et toutes autres choses que les parents sont supposés prendre et regarder. Qui malheureusement se font aujourd'hui dans tous les coins de la rue. Oui, ils peuvent se faire dans tous les coins de la rue, qu'on le veuille, mais il y a que le parent peut de temps en temps faire un tour à l'école. Ça peut ne pas être le cas. Pire, dans son cas spécifique, vous avez dit qu'elle est Benjamin dans une famille, ça dit qu'il y a des aînés. Quelle est cette école en État-ci qui s'est opérée où aucun des aînés ne pouvait être au courant de ce qui se passe pour en faire état? Elle est trop maligne peut-être. C'est quand même bizarre. Justement, elle est trop maligne. C'est le lieu de dire à tous ces parents-là, Monsieur Somo, de garder un œil très très ouvert sur l'évolution des enfants à l'école, de ne pas les laisser abandonner à eux-mêmes parce qu'ils se disent que l'enfant est grand et tout ça, pour continuer de veiller sur les enfants. Tout à l'heure, tu vas nous dire ce que tu as fait avec l'argent, si vous avez mangé ça, ta copine et toi. Avant, on va s'arrêter pour le petit génie. Rappelons juste à nos chers téléspectateurs, s'ils nous rejoignent à l'instant, vous êtes sur Sacrés Parents, partir à tout prix. C'est le thème du jour. Nous recevons Daniela, jeune demoiselle qui a changé de projet aujourd'hui. Elle n'a plus l'intention de partir par l'eau ou à pied. Et on a Monsieur Somo, notre partenaire technique dans cette émission, psychosociologue de l'éducation. On va s'arrêter pour suivre les petits génies. On se retrouve juste derrière. Les bonbons, Maman Elise. Je suis là pour faire les bonbons avec toi. Après les petits génies, on vous rappelle que vous avez la possibilité de partager les vidéos, les exploits filmés de vos bouts de chou avec nous. Il vous suffit de vous rendre sur la page Facebook. Monsieur Maurice Somo, je suis sûre que vous aurez énormément à dire sur cette vidéo parce que la violence qu'on y voit, elle n'a pas de mots en fait. On ne peut pas décrire ce type de violence entre deux bébés en bas âge. Voilà, ici, ça nous permet de comprendre ce qu'on appelle une violence suscitée par la haine de l'autre et une violence que j'allais qualifier de violence amoureuse, en quelque sorte. Ici, le fait que les deux enfants bagarrent ne signifie pas qu'ils se détestent réciproquement. Ils sont ici à ce qu'on appelle l'état de nature, l'état de survie naturelle. Vous voyez, c'est un peu comme des animaux qui se bagarrent. Pourquoi se bagarrent-ils? C'est pour la survie. Alors, ils ont quelque chose qu'ils doivent partager. Et malgré tout, chacun pense d'abord à lui-même. Alors, il y a sûrement au centre de cette bagarre, non pas une haine venue de nulle part et qui se manifeste à travers cette bagarre. Il y a plutôt ici le combat pour s'approprier de quelque chose. Et sûrement, cette chose doit être une seule. Ça doit être peut-être un jouet et pour lequel qu'ils ne peuvent pas utiliser tous les deux à la fois. Oui. Sûrement, chacun voudrait s'en approprier. Donc, c'est l'instinct de survie naturelle, c'est l'instinct d'amour de soi d'abord avant l'autre qui est en fait un instinct naturel qui se manifeste ici à travers les enfants. Ils ont beau être des jumeaux, oui. C'est pareil, donc c'est tout naturellement. Ici, ça répond à un adage vieux comme le monde, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. C'est ça qui se manifeste ici chez les deux enfants. D'accord, c'est sur ces mots que je vais me retourner vers toi, Daniela, pour te demander aujourd'hui, cette période-là est passée, bien sûr, tu as mûri et puis tu as vu ce que les gens vivent en essayant de partir à tout prix. Aujourd'hui, tes projets, oui, peut-être toujours de voyager, mais par les bonnes voies, c'est bien ça.
Alors, comment tu t'y prends maintenant? Est-ce que tu as parlé avec tes parents? Vous avez eu une bonne conversation et que t'ont-ils dit? Bon, là maintenant, j'ai une bonne conversation avec les parents, frères et sœurs aussi. Bon, je ne vais pas totalement vous dire ce qui a été dit. Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que je serai benguiste. Bientôt, ouais. Bientôt. Bon, et l'argent, là? Tu avais fait comment de l'argent, là? Non, j'ai acheté ce que je voulais acheter. Des trucs mode. Je n'ai pas remis ça à papa ou à maman. J'ai utilisé, c'était pour moi en fait. C'était mes économies. D'accord. Monsieur Saumon va bientôt se séparer. S'il fallait faire un bilan, un mot de fin, quelque chose. Oui, le mot de fin, je sors triste de cette émission. Ah bon, triste parce qu'elle n'a toujours pas renoncé à l'idée de s'en aller. Et le pire des dangers qu'il y a dans cette idée de vouloir partir à tout prix, c'est de ne pas concentrer les efforts pour développer un bien-être localement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas intégré, là où elle se trouve, que le bonheur n'est toujours pas de l'autre côté. Il y a des choses qui peuvent être bien faites ici et qui peuvent lui procurer exactement le même bonheur qu'elle pourrait vivre. Et sûrement, et c'est par là que je vais sortir, quelqu'un de sérieux ne s'est pas encore positionné à côté d'elle. J'espère que quand ce sera le cas, ça participera à la clouer sur place. Il y a quelque chose contre laquelle on ne résiste pas. C'est ça, l'amour. L'amour. Voilà. Daniela, un mot de fin pour sortir de l'émission après M. Saumon. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Bon, j'ai dit que je vais être benguiste, je serai benguiste. Donc l'amour, là, ça ne me dit rien. Ton mot de fin, c'est quoi? L'amour ne te dit rien, on sait. Non, ça ne me dit rien pour l'instant. L'amour, ce n'est pas l'avenir. Donc, pour l'instant, monsieur, je vais être benguiste. Donc, il faut que j'aille chez les Blancs. On est toujours dans le parti à tout prix. Voilà. Non, mais Elise, c'est le moment que... Mais quand même, on va quand même dire aux jeunes d'essayer d'utiliser les... Non, les jeunes, moi, je ne veux pas vous demander de utiliser faire les bons moyens, quoi, en fait. Parce que je suis encore solide jusqu'à aujourd'hui, là. Je n'ai pas pris la route. Donc, c'est pour ça que je suis encore bien pio, là. Voilà. Il faut pas prendre la route, il ne faut pas s'engager ne faites pas n'importe quoi. Exact. Ne vous J'ai engagez supporté. J'ai causé avec mes parents, donc bientôt je serai benguiste. Voilà, il faut attendre, être patiente et utiliser les bonnes méthodes pour partir. Parce non, que je vais pas aussi vous donner de mauvais conseils. Donc, si papa te dit après le bac, attends le bac, s'il ne te fait pas partie, bon là maintenant tu te révoltes, tu dis bon, mais papa tu te fous de ma gueule. Hein? Ah non, ça c'est très grave, je ne voudrais pas qu'on sorte par là. Je voudrais que les uns et les autres comprennent qu'aller en Europe, c'est une bonne chose, probablement, lorsque cela est possible. Mais lorsque cela devient impossible, il faut d'abord penser à se structurer une vie sur place où on peut trouver également le bonheur. Se révolter contre les parents à l'idée qu'il faut absolument partir. Après tout, ce n'est pas tous les parents qui trouveront les moyens d'envoyer des enfants. Bon, on va prendre un exemple simple. Vous les hommes. Ah, nous sommes déjà sortis du débat. Non, on est encore là. Moi, je veux revenir dans le débat. Vous les hommes, quand on vous dit peut-être que non, il ne faut pas épouser la femme, il ne faut pas l'épouser, c'est une mauvaise femme et tout et tout. Est-ce que vous écoutez les hommes dit? Vous voulez quand même goûter, non? Bon, nous aussi, on veut l'avoir goûté. Tu veux quand même goûter bien. On va quand même goûter bien avant de comprendre que... Sûrement, lorsque vous aurez fait une bonne vie ici, là, un jour à l'aéroport, rassurez-moi, je vais vous donner mon contact. Appelez-moi, je vous accompagnerai à l'aéroport et ce sera dans des bonnes, si vous m'accompagnez même maintenant, je serai fière. Très bien. On fait d'abord les papiers. C'est sur ces mots qu'on va se quitter. Ce qu'on retient de notre spécialiste, c'est qu'il faut utiliser les bonnes méthodes, prendre les bonnes voies et être patient, attendre le bon moment, ne pas se précipiter. On ne vous le dira pas assez, la route tue. Donc, arrêtez de vous engager dans ce que vous ne connaissez pas. Maman Elise, avant qu'on parte, nos bonbons, ils sont jolis, ils sont prêts. On va juste rappeler à nos téléspectateurs de quoi on a eu besoin pour les réaliser. Très facile à faire à la maison, en plus très rapide, Maman Elise. Du lait. Du lait concentré, sucré. Oui. Un peu d'huile. Et le tour est joué. Le tour est joué. Pas de sucre, pas de sel, pas de rien du tout. On a de quoi faire tenir nos enfants à 16 h. C'est pour le goûter. Hein. On ne va pas tomber dessus matin, midi et soir. C'est donc ici que s'achève cette autre édition de Sacrés Parents, votre programme consacré à la santé et à l'éducation des enfants. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe technique pour cette belle émission. Merci à Maman Elise. Merci à vous, Monsieur Somo. Merci Daniela d'avoir accepté cette invitation. On va se dire au revoir.
On se donne rendez-vous très prochainement. Sacrés parents pour des enfants sacrés.